à tous, petite vidéo pour vous tourner un point lecture. En fait je l'avais commencé mais j'étais convaincue d'avoir déjà parlé de certains titres, mais en fait non. Je ne sais pas, ou alors j'en ai parlé mais je me suis... en papier peut-être, je sais plus. Enfin bref, c'est pas grave. On va commencer avec... Oh la déception, on va parler du moins beau. L'ombre de la lumière, le tome 2 de Lionel Louette, c'est de l'auto-édition. J'avais adoré le tome 1 que je trouvais lumineux, qui faisait du bien à un moment donné où j'en avais besoin en fait. Et là dans ce tome 2, le problème c'est que autant dans un tome 1 c'est la présentation de l'histoire etc, avec Angèle qui découvre qu'il est un ange mortel, autant c'est pas gênant dans le tome 1 qui est autant de bienveillance, autant de tous les côtés lumineux de l'humain en fait qui sont regroupés dans ce personnage, c'est pas gênant. Dans le tome 2, ça devient gênant, d'autant plus gênant quand on voit que dès le début de l'histoire, du tome 2 en fait, l'auteur nous rappelle qu'Angèle a un quotidien comme n'importe quel être humain, qu'il est lycéen, qu'il est jeune. En soi, qu'il le rappelle, c'est pas problématique. Le fait qu'il le fasse sur un chapitre complet quasiment, c'est problématique parce qu'on a déjà lu le tome 1, on sait déjà quelle vie il mène. Je suis pas sûre que c'était nécessaire à ce point-là, à tel point que j'avais l'impression de lire un autre roman. Je sais pas comment expliquer ça. Parce qu'au début de l'histoire, du tome 2, vous êtes encore dans l'énergie du premier tome, dans la continuité, et à un moment donné, il vous rappelle le quotidien de lycéen lambda qu'il a, sur un chapitre. Et je me dis, mais le reste de l'histoire, t'en fais quoi? Parce que, enfin, tu rappelles qu'il est lycéen, ça me gêne pas, que tu le fasses de manière aussi longue, là, ça me gêne. Et j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de longueurs qui auraient pu être tirées. Il y avait aussi beaucoup de fautes. Je pense que l'auteur s'est relu. Ça, c'est pas le problème. Qu'il se relit, c'est très bien. Mais pas assez. Parce qu'il y a des phrases qu'il a corrigées, mais il a laissé des mots qui n'avaient rien à faire là. Il y avait des fautes de frappe. Du coup, ça casse la lecture. En plus, vous voyez des longueurs, ça casse encore plus. Et vous avez un héros tellement lumineux, tellement parfait, tellement génial, tellement tout ce que vous voulez, limite mielleux, que du coup, à un moment donné, bah, en fait, vous sentez venir les choses, du coup, vous n'avez pas ce côté suspense, vous avez compris que certaines choses, comment elles allaient se passer. Il a pas réussi, je pense, l'auteur, à faire ce qu'il voulait. Et j'ai senti aussi, alors peut-être que je me trompe, j'ai senti que l'auteur s'était empêché de donner un tour différent à l'histoire. Il voulait à tout prix faire quelque chose de bien, il voulait que les choses se terminent bien, je pense. Et du coup, il s'est empêché de faire certaines choses. Je l'ai senti en tout cas dans l'écriture et je me suis dit c'est dommage parce que s'il avait assombri un tout petit peu le personnage d'Angèle, pas beaucoup, je demandais pas beaucoup parce qu'à un moment donné, il y a quand même un truc qu'Angèle n'arrive pas à faire. Et je me suis dit c'est dommage, tu le passes sous silence limite. Tu le mentionnes vite fait, mais non, faut pas qu'on s'attarde sur le fait qu'il ait échoué. Il faut pas. Donc il faut rester lumineux. Et je me suis dit c'est dommage parce que ça aurait humanisé ce personnage qui semble trop être un ange parfait. Et j'aimerais bien le voir un peu plus nuancé. Son père est très bien nuancé, c'est parfaitement géré. L'histoire en elle-même est parfaite, je l'aime beaucoup. J'adore l'idée de ce combat ombre et lumière, mais tu t'appelles l'ombre de la lumière. Donc tu devrais donner une part d'ombre à Angèle, et pour l'instant il n'en a pas. Peut-être dans le tome 3, qui sait. Mais là je l'ai pas vu ici. Je l'ai vu chez le père d'Angèle, mais pas chez Angèle lui-même. Je trouve ça dommage. Surtout que par rapport à ce qu'il a fait par rapport au camp adverse, je trouvais qu'il avait très bien exploité les nouveaux personnages, qu'ils étaient très nuancés. Vraiment parfaitement nuancés. Et je me suis dit c'est dommage. C'est vraiment dommage parce qu'il y avait un excellent potentiel sur ce livre. Mais là, je suis tellement moyenne, très très partagée sur ce second tome que j'hésite à acheter la suite. Parce que je me dis, s'il se précipite comme sur celui-là, parce qu'il a voulu le sortir vraiment à la date où il l'avait prévu, il l'avait déjà décalé, mais il voulait vraiment le sortir à la bonne date, donc il s'est précipité, et je pense que ça a été préjudiciable. J'aurais préféré qu'il mette un peu plus de temps pour le sortir, mais qu'on ait quelque chose de bien fait. Il y a des auteurs que je suis, ils sont comme ça, le roman, le second tome tarde à sortir, mais parce qu'ils ont une vie à côté, qu'il faut le temps qu'ils fassent les choses correctement et qu'ils veulent pas
sortir quelque chose qui soit mauvais. Et je suis d'accord avec ces auteurs-là. Donc, un autre moyen, 1000 nuits plus une de Victor Pouchet aux éditions L'École des loisirs, illustré par Kilofer. On suit le prince Vivek à Jaipur. Il doit trouver épouse, sauf que ça l'intéresse pas du tout, mais son père le menace, donc il choisit la fille du jardinier, Shakti. Et ce que j'ai aimé, c'est que ça fait très conte dans l'esprit de la fille qui vient d'un milieu, je vais pas dire défavorisé, mais moindre, on va dire, qui se retrouve princesse. C'est un peu ce qu'on imagine dans n'importe quel conte, sauf qu'elle vous montre très clairement que la vie de princesse, c'est loin d'être sympa, que vous avez beaucoup d'obligations, beaucoup il y avait l'aspect esthétique qui est très présent, faire attention à ce qu'on dit, à comment on parle, à ce qu'on fait, au moindre geste, etc. C'est extrêmement bien montré. Elle a de plus en plus d'interdictions, et en fait elle se rend compte que le statut de princesse ne lui plaît pas, donc elle va prendre la tangente, elle va être rattrapée, et elle va être enfermée quelque part, où elle va se dire bah tiens, je vais raconter mes histoires au bourreau, et à chaque fois qu'elle arrivera à obtenir l'attention de ce bourreau, elle se dira j'ai gagné une nuit. Je vais pas en dire trop parce que j'ai déjà l'impression d'en avoir dit trop. Concernant les histoires, on les connaît. Je vous le dis d'office, on les connaît, ça prête à sourire quand même. Et en fait, je le trouve moyen parce que, pour mon âge, je trouve que c'est pas assez creusé. Maintenant, par rapport à la tranche d'âge visée, je pense qu'il est très bien fait. Il est illustré, comme je l'ai mentionné. Les couleurs sont très jolies, je trouve. J'aime beaucoup les couleurs. Je suis partagée parce que je trouve que il y a eu beaucoup trop de répétitions. Il y a des phrases qui étaient répétées encore et encore et encore, et j'ai dit tu les répètes 2 voire 3 fois, mais pas plus. Pas plus. Parce que même un enfant va comprendre très bien dès la première fois que c'est problématique. Si tu lui dis 2 fois oui, et puis la troisième fois il va dire c'est bon, j'ai compris. Enfin, les enfants sont loin d'être stupides. Il faudrait arrêter de prendre les enfants pour des imbéciles. Ça, je milite contre ça, moi personnellement, parce que ayant travaillé pour l'éducation nationale, je sais que les enfants sont loin d'être bêtes, et qu'au contraire, ils aiment bien prendre les adultes pour des imbéciles, parce que ces derniers, ils les prennent pour des imbéciles. Vous voyez l'idée? Donc ouais, là-dessus, je suis partagée, et puis je trouve que pour un roman qui se dit féministe, alors c'est très bien fait, attention, parce que l'héroïne, Shakti, justement, c'est une femme indépendante, qui aime travailler, qui aime faire les choses par elle-même, et là, avec ce rôle de princesse, elle peut plus rien faire. Donc forcément, on essaie de la mettre dans une case qui lui convient pas, et par rapport à ça, l'émancipation de la femme, le féminisme, tout ça, c'est très bien montré. Mais il y a ce mais qui reste en fait. En fait, le mais vient du fait que le Maharaja en fait se fait manipuler, et je trouvais que c'était pas très très bien fait. Je pense que, enfin, j'ai déjà lu des choses bien mieux faites en termes de manipulation et de trahison, même dans des romans jeunesse. Je trouve qu'il y a des choses qui ont été tellement mieux faites et pas assez mises en avant aussi. Je trouve que, enfin, c'est mon point de vue après. Donc oui, mais non. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. J'espère que j'étais claire, mais enfin c'est pas grave. Cécile Guillot, Loulavaille, aux éditions du Chat Noir. Est-il besoin de présenter encore Cécile Guillot sur ma chaîne? Je ne suis pas sûre. Nous sommes dans les années 20. On suit Hazel qui, en fait, adore les histoires horrifiques, et elle rêve de devenir écrivain. Et elle adore sa voisine. Sauf que ses parents s'en rendent compte et se disent qu'elle est malade et qu'il faut l'envoyer du coup dans un hôpital psychiatrique à Montrose Asylum, par le biais de son oncle. Je vais pas en dire plus là-dessus. Et là-bas, elle va rencontrer la fougueuse Jo et la fragile Lula. Jo, je l'ai adorée. C'est le genre de femme indépendante que j'adore. J'ai une collègue qui est un peu comme ça. Je l'adore, je l'aime beaucoup. Et Lula est très différente. Elle est très... un côté très léger et en même temps très fragile, justement. J'adore ce genre de personnage aussi. Vous voyez, c'est 2 personnages totalement différents mais que j'aime beaucoup. Et en fait, au son d'une berceuse, tous les soirs, elles vont se rendre dans un jardin abandonné qui a comment j'ai expliqué ça, qui est hyper important dans l'histoire.
Bon, honnêtement, pour l'histoire de ce jardin, j'ai assez vite compris quelque chose par rapport à ce jardin. Maintenant, je l'ai pas vu venir, la raison. La raison de ce jardin, je ne l'ai pas vu venir du tout. Mais ça, c'est Cécile Guillot. Dans tous ses romans, vous aurez la surprise. Et elle a une plume. J'adore sa plume, elle a une écriture tellement belle. En plus, ça va hyper bien avec les extraits de poésie qu'elle a mis de René Vivien. Euh, et c'est assez marrant d'ailleurs parce que j'ai acheté un recueil de poésie de femmes peu de temps après avoir lu. Et je ne savais pas qu'il y avait René Vivien dedans. J'ai dit, bah franchement, la coïncidence est merveilleuse, encore une fois, comme c'est souvent le cas dans mes lectures. J'ai commencé à lire le livre, mais je vous en parlerai pas tout de suite. L'objet livre est magnifique. Donc il est forcément question de l'émancipation des femmes, de l'acceptation de l'homosexualité féminine, de la condition des hôpitaux psychiatriques, de leur méthode pas toujours très respectueuse de l'humain, surtout à cette époque-là. Du rêve aussi, puisque le rêve a beaucoup d'importance. D'ailleurs, les rêves de Hazel étaient très bien décrits, extrêmement bien décrits. Ces histoires horrifiques aussi. J'avais limite envie d'en lire d'autres d'histoires horrifiques de ce personnage parce que Cécile Guillot a le talent pour ce genre de livre un peu sombre, mais juste ce qu'il faut de sombre, sans que ce soit glauque. C'était parfaitement dosé et comme d'habitude, elle fait toujours de très courts romans, mais ils sont intenses et ils sont parfaitement dosés, taillés. Bref, c'est du Cécile Guillot, illustré en plus par Amina M. Que demander de plus? Ensuite, Sherlock et les Chamourailles aux éditions Flammarion Jeunesse par Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez. Nous suivons Sherlock qui va essayer de comprendre qui sont ces petits chats qui saluent de la main tout le monde et qui ne miaulent jamais. Ça s'appelle des Manekineko. Il va enquêter là-dessus. Alors moi je connais. Alors le côté chouette et sympa de ce livre, c'est ça, c'est la culture japonaise qui est mise en avant avec des chats, que des chats. Vous ne voyez que des chats, avec des références au studio Ghibli, par exemple. Vous avez une référence à un autre chat, mais là ça me parle. Enfin, je n'en ai plus le nom exact, mais j'ai beaucoup aimé. Voilà. J'ai aimé. Alors après, c'est pas le livre de l'année, c'est vraiment pour se détendre, pour le fun. C'est très joli aussi. Ensuite, Le secret de Madoka de Deme Kingyobashi aux éditions Akata. Nous suivons Madoka, qui est un garçon qui adore les robes, les vêtements féminins, toutes les choses mignonnes. Et paradoxalement, il va côtoyer dans sa nouvelle classe Itsuki, qui est tout l'inverse. C'est une jeune fille qui s'habille qui s'habille toujours en garçon et qui a un certain franc-parler. Et sauf qu'ils sont également voisins de quartier. Et du coup, bah, ça va occasionner certaines choses, puisque Madoka avait quitté son établissement suite à des moqueries par rapport à ses loisirs. Et du coup, il fait très attention dans l'établissement scolaire où il est, sauf que Itsuki va le prendre en flag, et que de là va partir plein de situations qui vont lancer des quiproquos assez marrants dans l'histoire. Et surtout que Madoka a une personnalité très gentille, très bienveillante, mais en même temps on sent qu'il a un petit peu peur quand même que son secret soit découvert, il fait tout pour que ça n'arrive pas. Et à côté de ça, il y a Itsuki qui accepte Madoka comme il est et qui en a absolument rien à faire en fait de ses choix. Et c'est peut-être la seule personne qui l'accepte vraiment comme il est. Parce que, soyons honnêtes, Madoka a une sœur qui adore lui confectionner des robes parce qu'elle confectionne beaucoup de vêtements, elle les fait essayer à son frère, qui lui ne demande pas mieux en fait. Et je trouve ce livre très bien fait sur l'acceptation de soi, sur tellement de sujets en fait. Est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus? Je suis même pas sûre en fait. Le sujet en soi, je sais pas si j'ai trouvé une page. Ah si, voilà. Itsuki et Madoka. C'est juste trop bien fait. Je m'étonne d'avoir hésité à acheter ce manga parce que franchement il est extrêmement bien fait. Je pense qu'il devrait être lu par beaucoup. Ensuite, L'Éden des sorcières de Yumeji aux éditions Kiyun. Nous suivons une sorcière qui est élevée dans un coin, dans un jardin
à l'écart des humains, parce que les sorcières sont condamnées à mort si elles sont repérées dans ce monde-là. Et jusqu'au jour où des hommes vont envahir ce jardin, tuer la personne qui l'héberge, et ils veulent la kidnapper, mais une graine qu'elle a plantée va éclore, et cette éclosion va en sortir une créature qui va la protéger. Et là-dessus, elle va devoir partir, se mettre à l'abri, et surtout à la recherche du repère secret des sorcières. Ouais, c'est ça. Parce que là-bas, il y a tout en fait ce qui manque, puisque en fait, les sorcières sont chargées de protéger la nature, les animaux, tout ce qui est plantes, tout ce qui est arbres, etc. Et sauf que elles sont très mal vues et que les humains veulent récupérer tout le savoir de ces sorcières. Et j'arrive pas trop à expliquer parce que je pense que ce manga est beaucoup plus complexe qu'on l'imagine. Et voilà, je sais pas trop quoi en dire d'autre. Le méchant est très bien fait, honnêtement. J'ai beaucoup aimé le personnage du méchant. Il m'a rappelé pas mal d'autres méchants en fait, mais en très bien fait. J'adore les graphismes, ils sont d'une beauté, mais c'est tellement beau. Je sais que le tome 2 est sorti, mais comme je suis interdite d'achat et qu'en plus ma voiture, j'ai dû claquer pas mal de thunes là-dedans, du coup ce sera pas pour tout de suite. De l'autre côté de l'horizon, le tome 1 de Hinata Nakamura aux éditions Delcourt Tonkam. Alors ici nous suivons un monsieur qui a un travail, un jeune homme qui a un travail, sauf que ce boulot lui plaît pas plus que ça lui demande des heures et des heures et des heures, et il quitte son travail parce que problème de santé. Et on va lui proposer le poste de directeur de la poste dans une petite île. Pour ceux qui ne me suivraient pas, je travaille pour la poste, donc forcément que ça me fait sourire. Je me suis même dit, mais je suis harcelée en ce moment entre les pubs à la télé, ça, je sais plus, il y avait autre chose encore. Je me dis, mais c'est pas possible. Donc, il va gérer ce bureau de poste là-bas, et avec une lycéenne qui est un peu factrice en fait. En dehors de l'école, elle va faire une petite tournée parce que c'est une petite île, donc il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup de personnel pour le gérer. Et j'ai beaucoup aimé parce que déjà ça montre un peu le boulot de facteur, alors pas dans la réalité totale, hein, on est bien d'accord, mais par rapport au service qu'on peut rendre aux habitants, ça je trouvais que c'était bien fait. Le personnage est juste hyper... En fait je me suis beaucoup retrouvée dans ce personnage là, Miyake, qui va tout plaquer pour devenir patron d'un bureau de poste. Et je me suis un peu reconnue là-dedans, dans l'idée de je refuse de sacrifier ma santé pour un boulot. Et ça, je me suis beaucoup reconnue. Bon, après, la poste par chez nous en France, c'est pas du tout la poste là-bas. Hein. Soyons honnêtes, on n'est pas tranquille du tout, nous. Hein. Mais je sais pas, je le trouve hyper bien, apaisant, très réaliste aussi. J'ai beaucoup aimé le fait que ce soit hyper réaliste sur le métier, sur comment on vit dans une petite île où tout le monde se connaît en fait. J'ai adoré, voilà. J'ai acheté le tome 2 dès que j'ai fini de lire le tome 1 parce que je voulais lire la suite. Petit conte de printemps de Soseki illustré par Kyolan aux éditions Piquier. Alors je sais pas pourquoi je me suis mis dans la tête que c'était des poèmes et pas du tout. Voilà. Il y a eu un petit souci sur une page, il manquait quelques mots au compte. J'ai prévenu du coup la maison d'édition parce que après tout j'ai quand même payé 13 balles ce livre, donc voilà. Donc c'est un recueil de contes écrit par Soseki. Je ne saurais plus vous en dire quoi grand chose parce que c'est des moments de vie qu'il a vécu. Il parle de gens qu'il a croisés, qui viennent chez lui lui demander des services, lui emprunter d'argent, plein de choses de ce genre-là. Et il parle aussi de ses voyages à l'étranger, en Angleterre surtout. Il en parle avec beaucoup de justesse, je trouve. Je me mets à la place d'un japonais qui va en France ou en Grande-Bretagne. Ça doit être un choc culturel, mais pas. Et il y a eu un petit conte sur les chats, un chat qu'il a et ce chat meurt. Et bizarrement, il dit bizarrement, on s'en occupait pas, maintenant qu'il est mort, tout le monde le pleure. Et j'ai dit ça doit être beaucoup souvent le cas. Ensuite, bande dessinée recommandée par ma libraire, La jeune femme et la mère aux éditions d'Argo de Catherine Meurice, que j'ai lu à une vitesse assez hallucinante. Et j'aime beaucoup.
les graphismes et l'humour de l'autrice, parce qu'elle débarque au Japon pour pouvoir peindre des paysages japonais. Sauf qu'elle dit il y en a tellement de paysages qu'elle veut peindre qu'elle ne sait pas par où commencer. Elle parle un peu du folklore japonais avec le tanuki qu'elle croise. Enfin, croise, si on peut parler de croiser un tanuki. Elle parle de tellement de choses dedans, les toilettes japonaises, les salutations japonaises, les mythes japonais aussi, les, tellement de choses. J'adore comment elle a dessiné l'un des personnages féminins, il est tellement bien dessiné. J'ai adoré ça, cette planche-là, je l'ai adorée. Elle parle aussi de cette fameuse peinture flûte, la vague. Voilà, celle-là. J'aime bien comment elle la dessine. C'est tellement... Tout ce qu'elle écrit est tellement juste sur le Japon, avec toujours cet humour incroyable qui est juste... qui est respectueux aussi, quand même, parce que on peut rigoler du Japon, mais il y a une limite, et elle la franchit jamais, en fait. Elle est très juste. Le fait aussi qu'ils aient bâti des choses pour protéger les villes des tsunamis, mais qui au final empêchent certaines cérémonies aussi. Ça, je l'avais déjà vu dans des reportages. Bref, si vous aimez le Japon, que vous aimez l'humour, vous pouvez y aller. C'est la recommandation. Et il y a Faut pas prendre les cons pour des gens, le tome 3 chez Fluide Glacial. Bande dessinée encore très humoristique et qui peut un peu piquer chez certains. J'adore les entraînements de foot, ça va en rappeler beaucoup à certains. J'ai adoré sur les maisons de retraite. Pour rentrer en maison de retraite, maintenant il faut passer des concours, ce genre de choses. Les animaux abandonnés aussi, ça c'était assez drôle. Le air shopping. Pour aller chez le médecin aussi, maintenant tu fais une file d'attente de 3 heures, ce genre de choses. J'ai adoré, j'ai rigolé. Si je pouvais mettre toutes les planches sur internet, parce que franchement, sur les SDF c'était pas mal, il y avait pas mal de choses assez drôles sur les SDF. La grève des SDF. Ah oui, aussi sur le racisme, il y en avait une bonne aussi sur le racisme. Celle-là, j'ai dit, par les temps qu'il faut, en plus, ils l'ont sortie au bon moment. Elle est top cette planche, franchement elle est merveilleuse. J'ai dit, il y en a beaucoup qui devraient la lire celle-là. Bref, voilà, j'ai enfin fini cette vidéo. J'espère que j'aurai réussi à vous faire lire certains livres, n'hésitez pas à me le dire. Sinon, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Salut!